sommaire de ce journal, rencontre du Centre de l'excellence d'Angré qui s'est tenue le vendredi 23 décembre 2016. La mission pentecôtiste internationale de Bon-Berger de la prophétesse Alice Nguessan a organisé son réveillon de Noël. La Guinée n'est pas favorable à une intervention militaire en Gambie. Et en sport, l'Académie des arts martiaux de Niamey a abrité le 19e championnat nigérien de taekwondo. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion avec la dernière rencontre du Centre de l'excellence d'Angré qui s'est tenue le vendredi 23 décembre 2016. Le thème de cette rencontre était « Ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi je délivre mon peuple » Zacharie 8, le verset 7. Fini les liens de servitude, les liens ancestraux, la maladie, détruit les esprits de non-accomplissement, de célibat, de stérilité. En répondant présent au rendez-vous exceptionnel du Seigneur ce vendredi 23 décembre, le peuple de Dieu venait de remporter une grande victoire contre le diable à la dernière édition de Rencontre de puissance de l'année 2016. Un dernier rassemblement durant lequel les fils et filles de Dieu ont mis en pratique les stratégies de combat enseignées durant l'année par le serviteur de Dieu, le berger Achiapako Marie, premier responsable du Centre d'excellence d'Angré. Bien-aimés, parmi nous ce soir, je crois que toi et moi avons besoin de délivrance. Pourquoi? Parce qu'en 2016, nos ennemis, voyant que notre étoile allait briller, ont programmé des attaques sataniques. C'est pourquoi quand tu as la révélation au sujet de la délivrance, tu vas remarquer automatiquement que à côté de cette prière de ce soir, quand 6 heures va sonner, tout ce qui semblait mort reprendra vie au nom de Jésus. Une nuit de libération, de guérison, de bénédiction, de restauration et surtout de délivrance. Tous les esprits cachés ont été exposés et détruits, matérialisés ici par les nombreux témoignages de la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu entre donc sereinement dans la nouvelle année 2017. Les jougs qui les tenaient captifs, bloquaient leurs bénédictions, sont à jamais détruits. Une nouvelle page s'ouvre. Tout ce qui semblait mort a recouvré la vie. Un nouveau soleil s'est levé pour le peuple de Dieu. Une bénédiction sécurisée avec l'Eucharistie. Un chant d'allégresse a retenti ce vendredi 23 décembre 2016 dans les cieux. Alléluia. La mission pentecôtiste internationale de la prophétesse Alice Nguessan a organisé une grande veillée à l'occasion de la fête de Noël. Cette veillée a été marquée par des prestations artistiques ainsi qu'une remise de cadeaux à plusieurs enfants. Les chrétiens de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger ont célébré la naissance de Jésus-Christ lors de la veille de Noël 2016. Fondatrice et leader de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger, la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a donné le ton de la louange avec des pas de sa désormais célèbre danse. La louange a également été rehaussée par les prestations de plusieurs artistes chantres. Après la louange, la servante de Dieu a enseigné son peuple sur la venue de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Mon Jésus, quand je parle de lui là, il n'a pas d'image. On ne le voit pas physiquement comme ça. Il est esprit. Hey, il est esprit. Pour le voir, il faut avoir son esprit. Ce matin, toi qui étais découragé, tu étais en train de prendre les décisions. Et t'es pas toi qui étais en train de prendre. C'est le diable qui voulait te faire prendre cette décision. Mais ce matin, parce que tu es arrivé ici, je vois le réseau de ta vie. La batterie qui était là, qui était déchargée. Je vois la puissance de Dieu te brosser. Je vois les rayons de l'Éternel commencer à rentrer dans ta vie. Pour respecter la tradition de Noël,
La prophétesse missionnaire a procédé à une remise de cadeaux aux enfants en faisant un large clin d'œil aux femmes démunies de la mission venues de diverses communes d'Abidjan et environ. La veillée de Noël 2016 de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger a été un plein succès, nous dit la prophétesse missionnaire Alice Nguessan. Jésus est né pour que de la malédiction tu ailles à la bénédiction. Jésus est né afin que tu puisses récupérer ton image, qui était une image bafouée. Tu étais humilié. Tu ne savais plus à quel sens se vouer. Mais sache que après la naissance de Jésus, les choses ont changé pour les humains. Parce que Jésus a payé le prix. Non seulement il est né, mais il est venu racheter l'homme. Aujourd'hui, tu n'es plus assis au banc des accusés, mais aujourd'hui, tu as été libéré par le sacrifice de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Et ça a été un grand programme de Yahvé Dieu le Père. Et nous célébrons cela. Nous faisons une veillée pour rendre gloire au Père, pour dire merci au Père pour cette décision qu'il a prise de nous donner Jésus. Nous venons lui dire merci. Entamons l'actualité africaine à présent en débutant par la Guinée qui n'est pas favorable à une intervention militaire en Gambie. Le président Alpha Condé l'a fait savoir lors d'une interview dans laquelle il a prôné la résolution pacifique de la crise gambienne. C'est une déclaration pas très surprenante, mais qui prend le contre-pied des prévisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La Guinée n'est pas favorable à une intervention militaire en Gambie pour résoudre le contentieux électoral. Le président Alpha Condé propose une approche beaucoup plus pacifique après le déclenchement d'une crise née de la contestation des résultats de l'élection présidentielle par le président sortant Yaya Jammeh. J'espère que le moment venu, je vais discuter avec lui pour qu'on essaie de trouver une solution. Je ne crois pas que l'intervention militaire soit une bonne solution. Si on peut l'éviter, parce que l'intervention militaire entraîne toujours des morts, si on peut l'éviter, j'espère qu'on pourra l'éviter par le dialogue. La contestation des résultats du scrutin par le président Yaya Jammeh, candidat à sa propre succession, a donné naissance à un climat de tension latente. Les discours dans le camp du président sortant ainsi que ceux de la CEDEAO font régner un climat tendu. L'espace sous-régional n'exclut pas en effet l'éventualité d'une intervention militaire en cas d'échec du recours diplomatique. Pour le président Alpha Condé, qui par ailleurs médiateur dans la crise bissau-guinéenne, mieux vaut proposer des mesures rassurantes pour faciliter le départ de Yaya Jammeh. Ce qui est grave, c'est que ils ont commencé à dire qu'ils vont envoyer le président Yaya Jammeh au CPI ou bien qu'on va l'empêcher d'aller dans son village. Et je pense que le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut qu'on rassure. Quand quelqu'un perd le pouvoir, il faut qu'on rassure, ça dit qu'on ne va pas le poursuivre ses partisans ou sa famille. Un rappel, alors que la commission électorale avait annoncé la victoire du candidat de l'opposition Adama Barrow à l'issue de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, le président sortant Yaya Jammeh avait reconnu sa défaite avant de se raviser quelques jours plus tard. Et pour une sortie de crise, le chef de l'État guinéen souhaite une approche différente qui préserverait la paix et la stabilité en Gambie, non sans ignorer le rôle des institutions et les aspirations du peuple gambien. Une intervention militaire, selon lui, pourrait en effet être le déclenchement d'une situation de violence dont pourraient souffrir les populations locales et menacer la stabilité de la sous-région. En Somalie, la très attendue élection présidentielle au suffrage universel indirect a été reportée une fois de plus. Prévue ce mois-ci, elle aura finalement lieu au mois de janvier 2017. L'élection présidentielle reportée pour la 4e fois en Somalie. Le vote était prévu ce mercredi 28 décembre, mais il aura finalement lieu au mois de janvier 2017. En cause, une modification du nombre de sièges à la Chambre haute du Parlement chargée de désigner le nouveau chef de l'État. Problème du point de vue de la constitutionnalité de cette élection, puisque il y a des sièges qui ont été ajoutés à l'une des instances qui doit être pourvue, donc notamment le nombre de sénateurs qui a été augmenté de près de 20 sièges. Donc cela pose un problème constitutionnel et ça n'a pas été approuvé par l'ensemble de la classe politique. On a ensuite une situation économique qui reste encore très fragile, une situation sécuritaire également qui n'est pas de nature à permettre, je pense, une expression réelle de la démocratie somalienne.
L'annonce du report intervient alors que les parlements respectifs de 5 des 6 régions somaliennes ont déjà procédé à l'élection de leurs représentants dans cette chambre. Seul le Somaliland n'a pas encore entamé le vote. L'organe chargé d'inspecter les contentieux électoraux a déjà reçu plus d'1 millier de plaintes, d'où les inquiétudes quant à l'issue du processus électoral. Il y a la nécessité de poser le projet de société d'une Somalie réellement réunifiée, et cela, à l'heure actuelle, les différents dirigeants politiques n'ont pas été en mesure de donner une orientation très claire à l'avenir qu'ils veulent donner à la nation somalienne. Les membres du Parlement, qui sont élus par quelques 14 000 délégués choisis par les clans, devraient toutefois être assermentés ce mercredi. Quant à l'élection du président, elle pourrait avoir lieu le 24 janvier 2017. Les pays africains ont été classés selon leurs avancées en matière de TIC et de télécom. L'Union internationale des télécommunications a publié son rapport intitulé « Mesurer la société de l'information 2016 ». Le développement du numérique en Afrique semble être devenu un des sujets de la décennie. L'Afrique apparaît comme le continent dont le potentiel de croissance et de transformation au travers des écosystèmes numériques est indéniable. L'Union internationale des télécommunications, une agence des Nations Unies pour le développement spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, vient de rendre public le classement 2016 de son étude sur le niveau de développement des TIC. Ce classement de l'UIT prend en compte 175 pays, dont 46 pays africains. Ainsi, sur le plan continental, il ressort que l'île Maurice demeure le champion en Afrique, 73e au niveau mondial, suivi des Seychelles et de l'Afrique du Sud. Il y a eu au sein du gouvernement une volonté politique de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique et d'en faire un pilier de l'économie. Déjà, politiquement, il y a eu un volontarisme de l'État. On a également eu cette volonté de diversifier les métiers dans la technologie informatique. Bien, ce qui fait que, du coup, les métiers également qu'on a à Maurice dans l'informatique sont en train de diversifier, sont en train de gagner en termes de valeur. 11 indicateurs permettent à l'UIT d'évaluer le niveau global de développement des TIC et télécoms dans les pays figurant dans l'étude. Ces indicateurs jaugent le niveau d'accès aux TIC et télécoms, leur usage et les compétences TIC dans chaque pays. Un classement général des bons et mauvais élèves selon une moyenne de 10 points est alors produit par l'UIT. Le Niger et le Tchad, en queue de peloton africain et mondial, doivent encore déployer d'importants efforts pour améliorer l'accès de leur population aux télécoms et espérer s'éveiller à l'économie numérique. L'économie numérique, grâce à la téléphonie mobile essentiellement, a permis à l'Afrique de faire des bonds en avant pour combler ses retards et accélérer sa croissance. Elle a facilité la mise en place de mécanismes de fonctionnement plus efficaces et transparents au niveau des gouvernements, la réduction des fractures sociales et l'augmentation de la productivité de nombreux secteurs économiques. Deux continents connus pour ses retards technologiques et son manque d'infrastructures, l'Afrique est devenue la terre promise de l'innovation pragmatique avec l'essor de la téléphonie mobile. Et pour preuve, le marché africain de la téléphonie mobile est le second au monde après celui de l'Asie-Pacifique et son potentiel de croissance reste fort. Quasiment la moitié des 1,17 milliard d'Africains sont clients d'une solution de téléphonie mobile fin 2015. Cette population représente désormais 12% des abonnés uniques mondiaux en volume. Il s'agit ni plus ni moins d'une croissance de 70% par rapport aux chiffres annoncés en 2010. À l'international, la Russie promet des représailles après les sanctions américaines contre ses services de renseignement aux États-Unis. Washington a expulsé plusieurs diplomates russes en réaction à l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection présidentielle américaine. La Russie promet des représailles après les sanctions américaines contre ses services de renseignement aux États-Unis. Washington avait promis de faire payer à Moscou son ingérence dans l'élection présidentielle américaine. C'est fait, au risque de détruire les relations entre les deux pays, prévient le Kremlin.
Nous désapprouvons vivement ces plaintes et accusations sans fondement contre la Russie, déclare ici le porte-parole du Kremlin. Selon nous, ces actions de l'actuelle administration à Washington sont malheureusement le signe d'une politique étrangère agressive et imprévisible. Les mesures annoncées par Barack Obama prévoient notamment l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes. Donald Trump s'est abstenu de critiquer, lui qui répète pourtant qu'il ne croit pas à l'ingérence russe. Le vol et la publication de milliers d'emails de responsables démocrates ont brouillé le message de la candidate Hillary Clinton et auraient participé à sa défaite. En Roumanie, le Parti social-démocrate a proposé un nouveau Premier ministre après le rejet par le chef de l'État de Sevil Chaide. Sorin Grindeanu, l'ancien ministre des Communications, a été proposé par son parti pour éviter une probable crise politique. La crise politique n'aura duré que 24 heures en Roumanie. Sorin Grindeanu, l'ancien ministre des Communications, devrait devenir le nouveau Premier ministre roumain. Mercredi, le Parti socialiste, vainqueur des dernières élections législatives, a préféré proposer ce candidat plutôt que d'ouvrir une crise institutionnelle. Je voudrais d'abord remercier mes collègues pour leur vote d'aujourd'hui, explique le candidat. C'est une lourde responsabilité que je ressens, mais au-delà, je ressens surtout une responsabilité au nom des Roumains qui ont voté pour un programme gouvernemental qui doit maintenant être mis en œuvre. Mardi, Klaus Iohannis, le président de la République roumaine, avait retoqué la candidate présentée en premier choix par les socialistes, du jamais vu en Roumanie, même si le chef de l'État peut s'opposer à ce type de nomination. Sevil Chaide a été finalement écartée. Musulmane, elle était surtout la femme d'un Syrien jugé trop proche du régime de Bachar al-Assad. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a critiqué le discours du secrétaire d'État américain John Kerry sur la politique américaine au Moyen-Orient. John Kerry s'est exprimé en faveur de la création d'un État palestinien. Je dois exprimer ma profonde déception concernant le discours d'aujourd'hui de John Kerry, un discours qui était presque aussi déséquilibré que la résolution anti-Israël passée la semaine dernière à l'ONU. S'exprimant lors d'un discours télévisé, Benjamin Netanyahou a déclaré que Kerry parlait obstinément des colonisations au lieu d'aborder la racine du conflit. Pour le Premier ministre, son pays est depuis longtemps une victime de la violence des Palestiniens. Netanyahou ajoute que les constructions sont juste une politique pour permettre aux Juifs de vivre sur leur terre historique. Il ajoute qu'Israël reste engagé à résoudre les différences à travers des négociations directes avec les Palestiniens. Pendant ce temps, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu'il était prêt à reprendre les pourparlers de paix avec Israël si le pays arrêtait les constructions et qu'il était d'accord pour mettre en place les accords signés entre les deux côtés. Aux Philippines, la guerre contre la drogue n'épargne plus personne. Les enfants âgés de 9 ans pourraient désormais être jugés et emprisonnés. Plus de détails dans ce reportage. Aux Philippines, la guerre contre la drogue n'épargne plus personne. Les enfants âgés de 9 ans pourraient désormais être jugés et emprisonnés. Le président Rodrigo Duterte veut abaisser la majorité pénale de 16 à 9 ans. D'après lui, les trafiquants de drogue utiliseraient actuellement de plus en plus d'enfants très jeunes car ils échappent aux condamnations. Se donner la possibilité de les enfermer dissuaderait donc les criminels de s'en servir. Jusqu'à présent, ils étaient placés en centres fermés éducatifs, des structures qui tentent d'allier éducation et réponse judiciaire. Aujourd'hui, pour les éducateurs, cette loi viendrait ruiner leur travail. Si on punit les enfants, plus tard en grandissant, cela produira les mêmes résultats. Ils puniront les autres car ils seront identifiés comme criminels. Mais si nous les aidons, ils pourraient être des éléments positifs de la société, explique cette travailleuse sociale. La loi, actuellement discutée par les parlementaires, est fortement encouragée par Rodrigo Duterte. Il s'est fait élire sur un discours radical contre les drogués et le trafic de drogue. Nous avons vraiment besoin de cette loi car les criminels adultes peuvent utiliser les enfants. En utilisant un enfant, ils savent qu'ils s'en tireront sans problème puisqu'ils ne vont pas en prison alors que les adultes, eux, vont en prison.
Depuis son élection au mois de juin, la guerre sanglante contre la drogue du président philippin aurait fait plus de 6 000 morts. Un tiers officiellement tué par la police, les autres dans des conditions encore inexpliquées. En Argentine, l'ancienne présidente Cristina Fernández a été inculpée pour corruption. Elle est visée par des accusations d'association illicite et de gestion frauduleuse des travaux publics. L'acte d'accusation de mardi est le second depuis qu'elle a quitté ses fonctions il y a une année. L'ancien ministre de la Planification, Julio De Vito, et l'ancien secrétaire aux travaux publics, José López, ont été également inculpés. Ils sont accusés d'avoir établi un schéma visant à accéder de façon frauduleuse au financement de travaux publics dans la province de Santa Cruz entre 2003 et 2015. Les charges de corruption ont longtemps plané sur Fernández et son époux, Néstor Kirchner, aujourd'hui décédé, qui la précéda à la tête du pays. Kirchner fut le gouverneur de la province de Santa Cruz avant de devenir président en 2003. Madame Fernández a réfuté tout mauvais agissement en accusant l'actuel dirigeant argentin, Mauricio Macri, d'user des tribunaux pour la persécuter. Le plus haut pont du monde a été inauguré en Chine dans la province du Guizhou. Cette province du sud-ouest de la Chine abrite déjà 7 des 10 ponts les plus hauts du pays. Une autre merveille architecturale à ajouter au pays qui ne compte plus ses exploits dans le secteur de la construction. Située dans des montagnes et gorges difficiles d'accès, la structure longue de 1341 mètres s'élève à 565 mètres au-dessus de la vallée de Beipanjiang, équivalent à un immeuble de 200 étages. Le pont Beipanjiang vient juste de dépasser le Sedu River Bridge dans la province du Hubei pour devenir le plus haut du monde. Le pont qui enjambe la vallée de Beipanjiang fait partie d'un grand axe routier reliant la ville de Hangzhou dans la province du Zhejiang dans l'est de la Chine à la ville de Zhuili dans la province du Yunnan au sud-ouest. La construction du pont suspendu a commencé en 2013 et a coûté près d'1 milliard de yuan, soit 143 millions de dollars. En octobre 2013, le ministère du Transport a approuvé le pont Beipanjiang et nous a donné 8,9 millions de yuan pour financer les recherches scientifiques. De notre côté, nous avons fourni un financement de près de 6,1 millions de yuan, portant le coût des recherches à 15 millions de yuan. De nombreux instituts, dont l'université Jiaotong, le groupe Guizhou Highway Engineering et le bureau du transport du Guizhou, se sont mis ensemble pour diriger les recherches et le développement. Nous avons développé une nouvelle technologie appelée édification cantilever par lancement longitudinal et cela réduit significativement le temps de construction. Selon les experts, la construction a été affectée par les vents et a nécessité un grand degré de précision. Normalement, des équipes transportent des sections préassemblées sur le site, mais sur ce projet, les morceaux ont été assemblés sur place. La partie ingénierie a également présenté de nombreux défis. Où placer les piliers du pont a été un problème. La gorge ici fait plus de 500 mètres de profondeur. Donc, comment allons-nous concevoir la structure du pont pour qu'elle ne soit pas sujette aux problèmes des vents violents? Malgré ces défis, le pont fait maintenant partie du réseau routier du Guizhou et il a intégré le réseau régional dans le sud-ouest de la Chine qui inclut les provinces du Sichuan et du Yunnan ainsi que la municipalité de Chongqing. L'augmentation du trafic dans cette région grâce au pont Beipanjiang devrait booster le secteur de la logistique et attirer de nouveaux investissements. Du sport à présent dans cette édition avec l'Académie des arts martiaux de Niamey qui a abrité le 19e championnat nigérien de taekwondo. Après 2 jours de compétition, la Ligue de Niamey remporte ce championnat avec près de 20 médailles. L'édition 2016 du championnat national du taekwondo du Niger qui a démarré le 26 décembre a pris fin ce mardi 27 décembre 2016. Cette compétition nationale a regroupé les 8 ligues que compte le pays. Occasion pour les athlètes d'émerveiller le public par des combats âprement disputés. Grâce au taekwondo, le Niger a remporté en 2016 la seconde médaille olympique de son histoire décrochée par Abdourazak Issoufou Alfaga au JO de Rio 2016. Grâce à la performance du taekwondo nigérien, porté par ces jeunes prodiges, chacun de nos compatriotes a eu ce sentiment indescriptible d'appartenir à une nation qui, sur le plus grand podium sportif du monde,
force, respect et admiration. Nous venons de finir le championnat, comme vous le constatez, avec des matériels sophistiqués de la dernière génération, où cette fois-ci, ce n'est plus le juge de coin ou les arbitres qui marquent les points pour un combattant, mais le combattant lui-même, quand il marque, c'est la machine d'elle-même, le plastron qu'il porte, les capteurs qui marquent le point sur la machine. Après 2 journées de compétition, la Ligue de Niamey remporte cette 19e édition avec en tout 20 médailles, 13 en or, 6 en argent et 1 en bronze. Maradi arrive deuxième avec 2 médailles en or, 1 en argent et 4 en bronze, suivi de Dosso avec une seule médaille d'or. Nous venons d'avoir toutes ces médailles. Vraiment, sur les 22 catégories, nous avons eu plus de 18 médailles d'or. Nous avons eu des médailles d'argent et des médailles bronze. C'est l'occasion pour moi de féliciter les athlètes, arrivent à tenir le rang, arrivent à aimer le taekwondo et à pratiquer pour que le Niger puisse aller encore à l'avant. En 2016, le taekwondo nigérien a connu une ascension impressionnante sur le plan international. Dans cette discipline, le Niger se classe 2e en Afrique et 6e sur le plan mondial. En marge de ce championnat, la Fédération de taekwondo a tenu son assemblée générale annuelle. Un stage et recyclage des arbitres, mais aussi le passage au grade supérieur pour de nombreux athlètes. Et pour finir, le cycliste britannique Bradley Wiggins a également mis un terme à sa carrière à seulement 36 ans. Le premier Britannique vainqueur du Tour de France se dit heureux d'avoir réalisé son rêve d'enfant. À 36 ans, Bradley Wiggins, Wigo pour les intimes, raccroche définitivement son vélo. Le premier Britannique vainqueur du Tour de France s'en explique dans un message publié sur les réseaux sociaux. Au-dessus d'une photo de ses trophées et de ses maillots, il affirme avoir réalisé son rêve d'enfant en pratiquant le sport dont il était tombé amoureux à l'âge de 12 ans. Bradley Wiggins, qui détient le record du monde de l'heure avec plus de 54 km au 500, a remporté la Grande Boucle en 2012 et décroché 5 titres olympiques, d'Athènes en 2004, à Rio l'été dernier, en passant par Pékin et par Londres, où il a triomphé à domicile en s'adjugeant le contre-la-montre. Rouleur hors pair, sacré champion du monde à 8 reprises, sur piste et sur route, il avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière après sa victoire le mois dernier aux 6 jours de Gand, associé à son compatriote Mark Cavendish. Seule ombre au tableau, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques qui lui ont permis d'utiliser lors des grands tours des produits théoriquement interdits. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition du journal sur The Blessing Channel. Restez bénis.